Ah oui, depuis le mois d'avril, la Guyane est confrontée à une recrudescence des cas de dengue sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les savanes qui est en épidémie depuis le mois de juin. Alors certes, les derniers chiffres pour la fin du mois de septembre font état d'une diminution des cas recensés, mais l'épidémie se poursuit bel et bien. La CTG a d'ailleurs informé hier qu'un épandage spatial a été mis en place à Saint-Laurent pour lutter contre l'épidémie. Alors où en est-on et doit-on craindre une épidémie d'ampleur dans les mois qui viennent? Pour en parler, Tiffany Succo est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Tiffany Succo. Vous êtes la responsable en Guyane de Santé publique France. J'aimerais qu'on commence, avant de rentrer dans les détails de ce qui se passe en ce moment, qu'on recontextualise un petit peu les choses avec l'évolution de la situation finalement depuis ces dernières années. Je crois que la première épidémie moderne de dengue sur le territoire, elle a eu lieu au début des années 90 et depuis en fait on a eu des épidémies tous les 5 ans à peu près. C'est bien ça depuis ces 30 dernières années? Oui, tous les 3-4 ans avec des phases entre les épidémies qui étaient parfois très courtes. Ça pouvait être quelques mois, mais globalement, on est sur des cycles de 3 à 4 ans. Et puis, en 2012, donc on a eu une épidémie et ensuite, plus rien pour la dengue jusqu'en 2019. Alors ça, on l'explique parce que entre-temps, on a eu 2 autres arbovirus, le chikungunya et le Zika. Et après, quand on compare toutes ces différentes épidémies qu'il y a pu y avoir depuis ces dernières années, c'est à peu près la même chose? Elles durent tout le temps à peu près le même temps ou bien il y a des différences à chaque fois? Globalement, on est sur des épidémies qui durent entre 1 an et demi. Celle de 2019-2020 était un petit peu plus longue que les épidémies précédentes, mais ça s'explique parce qu'elle était concomitante au Covid, et donc un certain nombre d'éléments font qu'elle s'est étalée. Et on est sur des épidémies d'1 an et demi. Avec notamment une épidémie majeure très importante en 2006 qui a touché environ 9% de la population. Comment est-ce qu'on explique, Tiffany Succo, cet aspect cyclique? 9 épidémies à peu près depuis entre 1991 et 2021. La dengue, c'est un virus qui se transmet par un moustique, le moustique Aedes aegypti, un moustique urbain qui est présent en Guyane. Un virus, ça ne disparaît pas comme ça, sauf que pendant une épidémie, en fait, les personnes vont se contaminer, vont s'immuniser. Et donc, l'immunisation de la population atteint un certain seuil qui fait que finalement, ça redescend, on a moins de cas. Et puis, au bout de quelques années, en fait, on revient à des taux d'immunité qui permettent, en fait, au virus de recirculer de façon assez importante dans la population. On reparlera évidemment dans quelques minutes de cet aspect-là des choses. Je parle sous votre contrôle. Pour la dengue, il existe 4 types de virus et actuellement, c'est le 3e, c'est bien ça, le sérotype DEN3. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui est majoritaire. Oui, c'est c'est la dengue, c'est le sérotype 3 de la dengue. Effectivement, il y a 4 sérotypes. Alors, en fonction des épidémies, on peut avoir co-circulation de plusieurs sérotypes, mais très souvent, il y en a un qui devient majoritaire. Là, c'est le 3. Il n'a pas circulé en Guyane depuis 20 ans. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Et donc, sur une épidémie, on peut avoir des sérotypes différents. C'est quoi la différence entre ces 4 sérotypes différents? C'est des différences génétiques en fait, oui. du virus. Donc alors après, certains peuvent avoir du coup des petites différences dans l'expression de la maladie, mais c'est pas aussi différent que des variants par exemple. Et le problème, l'aspect inquiétant, on va dire, c'est qu'il y aurait une baisse du niveau d'immunité de la population. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement ce qui se passe à ce niveau-là et pourquoi est-ce que ça nous inquiète en quelque sorte? Alors, c'est une baisse de l'immunité, mais c'est quelque chose de complètement normal. En fait, on est un sérotype qui n'a pas circulé depuis 20 ans, donc ça veut dire que depuis 20 ans, la population en Guyane n'a pas croisé ce sérotype-là. Elle a croisé le 1, le 2, mais pas le 3. Donc, il y a une étude qui avait été menée en 2016 par l'Institut Pasteur de la Guyane, qui avait permis d'estimer le niveau d'immunité de la population vis-à-vis de ce sérotype à 40%. Ça veut dire que moins d'une personne sur 2 avait des anticorps qui lui permettent de se protéger contre ce sérotype. Et donc, là, c'est un paramètre important à prendre en compte pour l'épidémie qui est devant nous parce que on a une grande part de la population qui n'est pas immunisée et donc qui sera plus exposée
à la dengue. Donc un aspect là à ce niveau-là sur l'immunité, et puis c'est ce que vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure avant d'entrer en studio, un élément important à prendre en compte, c'est que la saison des pluies n'a pas encore commencé, donc il faut s'attendre à ce que peut-être la situation se complique. Oui, complètement. Là, donc, comme je disais, la dengue, ça se transmet par un moustique. Le moustique, il a besoin d'eau. Donc, si on a une saison sèche, qu'on n'a pas trop de pluie, on va dire c'est moins favorable au développement du moustique, même s'il y a quand même des moustiques. Donc, là, on est dans une saison sèche qui, en plus, cette année, est particulièrement intense. Mais à un moment où, en fait, effectivement, on va rentrer dans la saison des pluies, il va se mettre à pleuvoir, les moustiques vont se multiplier et c'est un élément qui sera favorable, du coup, à la transmission du virus de la dengue qui circule en Guyane, puisque quand même le littoral est en épidémie, donc le virus est présent. D'habitude, une épidémie, elle commence plutôt lors de la saison des pluies ? Pas forcément, c'est assez variable, c'est pas forcément. Avec une moyenne de 1 an, c'est ça à peu près 1 an et demi parfois sur la durée en fait d'une épidémie. Ouais. Oui, alors ça va. Les dynamiques vont pas être les mêmes en fonction des territoires, enfin des zones de la Guyane. Donc ça va s'étaler sur l'ensemble du territoire pendant 1 an et demi, mais on va avoir une intensification dans certains secteurs à des moments différents. Je l'ai dit en introduction, vous avez constaté, Santé publique France a constaté, d'après les derniers chiffres qui ont été publiés, une baisse du nombre de nouveaux cas recensés les 2 dernières semaines de septembre. On est capable de savoir si c'est provisoire ou bien si ça signifie que le pic a été dépassé ? Non, c'est vraisemblablement provisoire. Pourquoi ? Parce que le virus est présent, une épidémie, ça ne s'arrête pas comme ça. On a eu des premiers cas, donc disons au mois d'avril, sur le secteur des savanes, donc principalement à Kourou. Ça s'est intensifié au mois de juin, qui se passe en épidémie. Et puis ensuite, sur l'île de Cayenne, Saint-Laurent du Maroni. Donc là, on a une épidémie qui a débuté un petit peu plus tard. Mais on est en épidémie, la circulation est active. On observe effectivement une baisse, ou en tout cas pas d'intensification exponentielle très importante, mais encore une fois, on a cette saison sèche qui est un facteur qui peut effectivement contribuer à, disons, c'est pas ralentir l'épidémie, mais en tout cas limiter l'intensification tout de suite. Mais le virus est présent, le moustique aussi. D'ailleurs, petite précision, mais je crois que c'est important de s'y arrêter un instant. C'est quoi une épidémie, Tiffany Succo ? À partir de quel moment, de quel seuil peut-être aussi, vous déclarez, Santé publique France considère que ça y est, on est en épidémie ? Alors, une épidémie, on va considérer qu'on est en épidémie à partir du moment où on a une transmission du virus de façon homogène dans la population. C'est-à-dire que ce n'est pas concentré sur un secteur géographique ou sur une sous-population. Donc, en pratique, comment on va fonctionner ? Donc, on n'a pas forcément de seuil mathématique, mais on va faire des comparaisons aux épidémies précédentes. On va comparer nos indicateurs épidémiologiques et puis on va regarder la distribution géographique des cas et considérer qu'à partir du moment où on commence à avoir des augmentations successives de tous les indicateurs et en plus une distribution géographique homogène des cas, on va considérer qu'on passe en épidémie, en circulation en fait homogène dans la population. Donc il n'y a pas un seuil, par exemple, sur le taux d'incidence qui, à partir du moment où ce seuil est dépassé, on considère que l'épidémie s'arrête ou l'épidémie commence. Il n'y a pas de chiffre à ce niveau-là, en fait, précis. Non, et ce serait pas, dans tous les cas, même si on fixait des seuils, prendre un seul indicateur en épidémiologie, ce n'est pas une bonne idée. On doit prendre plusieurs paramètres en compte pour avoir une vision de la circulation d'un virus. Et c'est pour ça qu'on doit bien faire la distinction entre d'un côté épidémie et de l'autre foyer actif. Ce n'est pas la même chose et ça n'implique pas les mêmes situations. Oui, alors ce qu'on appelle pour la dengue les foyers épidémiques, donc c'est avant la situation d'épidémie. Ce sont justement les foyers épidémiques, sont des zones beaucoup plus concentrées dans des quartiers où on va avoir par exemple 2, 3 cas, 4 voire plus, mais c'est très localisé sur un quartier
quartier ou sur une zone précise. Là, on va dire que c'est un foyer épidémique. À partir du moment où on passe en épidémie, c'est parce que justement, on a vu apparaître différents foyers épidémiques. On a à la fois des foyers épidémiques un peu sur toute la zone géographique qui nous concerne, par exemple une commune, et en plus, on va observer un grossissement en fait de ces foyers. Comment est-ce que vous travaillez, Tiffany Succo ? Tous ces chiffres que vous parvenez à avoir, ils viennent d'où ? C'est surtout les hôpitaux finalement qui vous transmettent le nombre de passages aux urgences qu'il y a pu y avoir, et à partir de là, voilà, vous arrivez à dessiner certaines tendances, ou bien il y a aussi des prélèvements de faits, par exemple avec des captures de moustiques pour surveiller certaines zones, certains sites en particulier ? Alors nous, on fait de la surveillance épidémiologique, c'est au cœur du métier de Santé publique France. Pour faire de la surveillance épidémiologique, on travaille l'épidémiologie, c'est vraiment la science qui étudie la distribution des cas dans l'espace et dans le temps, donc on est vraiment sur les cas humains. Et on va travailler avec un réseau d'acteurs assez importants qui sont, oui, les hôpitaux, mais pas que. Donc on va avoir effectivement les médecins hospitaliers, les urgentistes, mais on a aussi les médecins généralistes, les biologistes. Oui. Et en fait, l'ensemble de ces acteurs vont partager avec nous un certain nombre d'informations qui nous permettent de créer nos indicateurs épidémiologiques et de faire ce suivi dans le temps. Sur la partie moustique, c'est pas nous, c'est de l'entomologie, et donc c'est de la surveillance entomologique, mais qui est très importante à prendre en compte aussi dans une analyse de risque. Il n'y a pas que... Oui, regardez finalement peut-être aussi un petit peu les deux pour avoir des statistiques à peu près précises en quelque sorte. Alors, sur le nombre de cas, je veux dire humains, on n'a pas forcément besoin de s'occuper des moustiques, mais c'est plus pour faire une analyse de risque, c'est-à-dire... Si justement les entomos commencent à nous dire qu'il y a une intensification de la population de moustiques, à ce moment-là, ça va être un critère qui va nous dire attention, on a un risque d'intensification. Je vous pose cette question parce que parmi les indicateurs que vous utilisez, il y a le nombre de passages aux urgences ou les personnes qui vont consulter un médecin libéral. Si certaines populations ne vont pas directement se faire soigner, ça doit être difficile de savoir précisément ce qui se passe. Je suppose qu'il y a énormément de cas qui échappent finalement de toutes vos données. Alors oui et non, en fait, ce qu'on recherche en surveillance épidémiologique, c'est pas l'exhaustivité. On n'a pas forcément besoin de connaître, de savoir exactement le nombre de cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des indicateurs qui vont être standardisés, c'est-à-dire de finalement récupérer l'information toujours de la même manière pour pouvoir suivre dans le temps en fait le nombre de cas. Donc effectivement, quand on va s'intéresser au nombre de passages aux urgences, au nombre de consultations en médecine générale ou au nombre de cas confirmés biologiquement, évidemment, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Pour autant, ça permet quand même de suivre les tendances, et si on voit une augmentation en fait des cas confirmés biologiques, on a une augmentation des cas. Alors on se doute qu'il y en a encore plus que prévu, mais ça permet d'avoir une information quand même sur la tendance et sur la vitesse en fait, de circulation du virus, qui est très important. Oui, c'est pas la peine de connaître 100% des cas, mais finalement de savoir un petit peu où on en est, si les cas se multiplient ou au contraire s'il commence à y en avoir de moins en moins. Tout à fait, oui. Sur l'épidémie actuelle, on voit bien que les différents secteurs du territoire, l'île de Cayenne, l'Ouest, les savanes, enfin il y a des dynamiques qui sont différentes. Les savanes, ça a commencé, on l'a dit, au mois de juin, alors que Saint-Laurent est en phase épidémique, comme on dit, que depuis quelques semaines. Elles viennent d'où ces différences, Tiffany Succo, entre les différents secteurs géographiques de Guyane ? Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça a commencé dans le secteur des savanes et pas ailleurs. Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne sais pas. En revanche, le fait qu'on ait pas une circulation homogène sur l'ensemble du territoire, la Guyane, c'est quand même un territoire qui est très grand. Il y a 2 à 3 heures de route entre Kourou et Saint-Laurent, donc il faut le temps finalement que des personnes qui ont la dengue se déplacent sur le territoire et du coup que ça s'étende sur d'autres secteurs. Mais c'est sûr qu'on s'attend, même si ça commence à un endroit, à avoir une expansion à l'ensemble des secteurs de la Guyane. Ouais, donc il y a un lien entre le développement urbain, la densité en population d'une zone en particulier et le développement de la dengue en fait.
Oui, le moustique qui est vecteur de la dengue, c'est un moustique qui est plutôt urbain, qui se développe en zone urbaine. Et donc, les éléments qui vont être propices au développement du virus, c'est les zones urbanisées, les zones densément peuplées et qui sont favorables aux moustiques et donc à la transmission de la dengue. Oui, plus les échanges, les liens, les déplacements aussi se développent, plus la dengue a de chances de toucher un fort pourcentage de la population. Je crois par exemple que dans les communes du Maroni, comme à Maripasoula, il n'y avait pas de dengue jusqu'en 2005, mais comme les échanges avec le littoral ils se sont multipliés depuis ces dernières années, on s'est rendu compte que la dengue s'était mise à arriver sur cette partie-là du territoire. Oui, c'est comme tous les virus qui se transmettent. Enfin, il y a un moment donné, effectivement, c'est lié au déplacement des populations. Et pour ce qui est du Maroni, c'est aussi certainement une hausse de la population et donc quelque part une forme d'urbanisation qui fait que les éléments vont en faveur de la dengue vont être là. On parle de la Guyane là depuis tout à l'heure, mais chez nos voisins ça donne quoi? Suriname, Guyana, Brésil et même tout le reste de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'on observe à peu près la même situation là actuellement? Oui, dans toute l'Amérique latine, on est, alors je ne sais pas, on est entre 2 et 3 millions de cas depuis le début de l'année en Amérique latine. Les cas de sérotypes circulent, donc on observe des épidémies dans tous les pays, y compris au Brésil et au Suriname. Pas forcément le même que celui qu'on observe actuellement en Guyane, le DEN3, le troisième? Si, il y a du sérotype 3 au Suriname, au Brésil aussi. Au Brésil, ils ont les cas de sérotypes. Alors, le Brésil, c'est très grand aussi, mais ouais. Si. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y aurait eu une mutation génétique du virus au niveau du Brésil, ou alors je n'ai absolument pas compris ce qui s'était passé. Non, je n'ai pas connaissance d'une mutation du virus de la dengue au Brésil. Ce qui a été montré, c'est que celui qui circule actuellement en Guyane, c'est un moustique, c'est un virus qui a... Quand on regarde en fait son code génétique, il semblerait que ce soit un virus qui vienne d'Asie, mais tout ça ne change pas grand-chose en fait. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire que... Enfin, on n'est pas dans la situation du Covid, on n'est pas en train de dire que là, on a un nouveau super virus ou virus de la dengue qui a muté et qui du coup est plus à risque de... Ça, c'était pour la dengue. J'aimerais juste qu'on termine en disant un mot quand même sur le paludisme. On en est où? Santé publique France a publié des chiffres la semaine dernière. Près de 90 cas ont été enregistrés de janvier à fin septembre. Et il y a 6 mois, on s'en souvient, on en avait beaucoup parlé. Il y avait eu 2 foyers de transmission à Regina et à Matoury. Aujourd'hui, c'est quoi la situation, Tiffany Succo? Alors, en 2023, effectivement, on est à 88 cas de paludisme diagnostiqués. Donc, qu'on observe, c'est une augmentation des cas par rapport à l'année précédente. Alors, est-ce que c'est une augmentation qui va se poursuivre ou est-ce que c'est une fluctuation? Enfin, on est quand même passé de 3000 cas en Guyane au début des années 2000 à aujourd'hui moins de 200 cas. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont régressé. Pour le coup, sur le paludisme, c'est vraiment pas une situation comme la dengue. On ne peut pas parler d'épidémie, justement parce que là, c'est concentré dans certaines zones. On a notamment la Regina, qui est connue comme une zone de transmission du palu. On a eu un foyer, effectivement, qui a été identifié à Matoury, qui a fait, je crois, 6 cas. Depuis, ce foyer semble éteint. On n'a pas eu de nouveaux cas dans ce secteur-là. Alors qu'à Regina, ça continue là encore en ce moment? Non, on est, les cas, là on n'a pas actuellement en fait sur le paludisme, on n'a pas un foyer de paludisme. On a des cas sporadiques, on va dire, à différents endroits qui sont identifiés, mais on n'a pas une zone où on constate à travers les enquêtes épidémiologiques qu'on fait des foyers de transmission. Oui, il y aurait eu notamment un cluster de militaires, c'est ça, qui aurait été contaminé lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Oui, c'est possible. Le paludisme, alors ça se transmet aussi par un moustique. C'est pas le même moustique que la dengue. Non. Et lui, c'est un moustique plutôt forestier. Donc, dès lors qu'on va en forêt, effectivement, on s'expose à davantage de risques. Le paludisme pour la forêt et la dengue en quelque sorte pour les zones urbaines. C'est comme ça qu'on peut différencier les deux. Oui, voilà.
On peut le schématiser comme ça. Merci beaucoup Tiffany Succo d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc responsable en Guyane de Santé publique France pour parler des dernières tendances concernant l'épidémie de dengue et quelques mots donc sur le paludisme. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.